Une semaine dans le monde sur l'antenne de France 24. Bonjour, merci d'être là. Voici le programme d'aujourd'hui. On parlera tout d'abord de ce sommet des BRICS à Kazan avec cette invitée surprise aux côtés de Vladimir Poutine. C'est Antonio Guterres, le patron de l'ONU. Image étonnante. Que vient-il faire en Russie? Tous ces pays des BRICS ont-ils un socle commun? On se posera ces questions. Place ensuite à la présidentielle américaine, J-11 désormais. Les invectives sont toujours quotidiennes. Kamala Harris accuse Donald Trump d'être fasciste. Réponse du républicain qui traite sa rivale démocrate de paresseuse au faible QI. La façon de faire de la politique a changé aux États-Unis. Est-ce une victoire de Donald Trump? On se posera également cette question. Et puis on évoquera enfin le Proche-Orient et notamment la situation au Liban. Plus d'un mois désormais après le début de la guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Quelle perspective pour le pays du Cèdre? Hier, une conférence internationale de soutien avait lieu ici à Paris. À la clé, 1 milliard de dollars d'aide. Je vous présente ceux qui m'accompagnent en plateau ce soir. Bonsoir Sarah Daniel. Vous êtes grand reporter. Face à vous, Ziad Limam. Bonsoir Ziad. Habitué de l'antenne de France 24, directeur du mensuel Afrique Magazine. Thomas Hoffnung, bonjour. Bonjour. Chef du service Monde chez Lacroix. Et puis Laure Simoes est là. Bonjour Laure. Bonjour. Directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Merci à vous quatre d'être là. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce sommet des BRICS, donc, il s'est tenu en Russie, à Kazan, de mardi à jeudi, autour de Vladimir Poutine. Donc, une vingtaine de dirigeants mondiaux et pas des moindres. Xi Jinping, Narendra Modi, Massoud Pezeshkian, Recep Tayyip Erdogan, pour ne citer que, sans oublier bien sûr donc le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Image qui a de quoi surprendre. On rappelle que le président russe est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Je vous propose d'écouter les deux hommes. Nous avons besoin de paix dans tous les domaines. Nous avons besoin de la paix en Ukraine, d'une paix juste conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale. La transition vers un ordre mondial plus juste ne se fait pas sans heurts. Son développement est ralenti par des forces habituées à penser en termes de domination, sur tout et sur tous. Les sanctions unilatérales illégales, le protectionnisme pur et simple, la manipulation des devises et des marchés boursiers, l'ingérence dans les affaires intérieures, sous couvert du souci de la démocratie et des droits de l'homme, la lutte contre le changement climatique sont utilisés. Sarah, un mot bien sûr sur cette image. Antonio Guterres aux côtés de Vladimir Poutine, image qui a de quoi surprendre. Oui, alors on peut voir les deux choses. À la fois, on peut être surpris de sa présence. C'est un peu cautionné cette nouvelle organisation qui a 15 ans, on le rappelle. Oui, qui a 15 ans, mais surtout là, qui est un peu chapeautée par Poutine. Et donc, ça apporte une espèce de caution à un groupe, on va dire, tiers-mondiste, un peu de contestation, alors qu'il y a déjà beaucoup d'accusations sur Guterres sur ce thème-là. Et en même temps, on voit la tête, ça c'était un moment génial, on voit la tête un peu fâchée de Poutine au moment où lui rappelle la nécessité de faire la paix en Ukraine. Et donc finalement, c'était peut-être pas si mal qu'il soit là. Et là, on voit aussi cette poignée de main où l'autre a l'air un peu fâché, ils sont un peu contriés. Donc il a joué son rôle, c'était bien. Ziad, le chef de l'ONU, il légitime le président russe avec cette visite? Il faut arrêter de penser que le chef de l'ONU, il a un mandat politique. D'abord, il n'est pas chef de l'ONU, il est secrétaire général. Donc c'est le secrétaire général des nations membres. Et le pauvre, on l'envoie, d'abord c'est dans sa mission... On l'envoie ou il y va? C'est dans sa mission d'assister à un sommet des BRICS, puisque c'est quand même un sommet international, il y avait du monde. Et puis forcément, il va rencontrer des gens qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Et puis il joue son rôle quand même d'intermédiaire. Il a essayé d'aller à Kiev après et l'Ukraine n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu le recevoir. Donc je pense qu'il est dans son format. Il n'a pas été le seul à tenir des discours de relative vérité à Poutine. Les Indiens l'ont fait, les Chinois l'ont fait d'une certaine manière. Moi, je trouve que c'est un sommet où tout le monde se focalise sur ce pauvre Antonio Guterres. Moi, je pense que le sommet est plus intéressant que la démarche de Guterres. Le sommet est intéressant d'abord parce que c'est quand même un des signaux d'un monde qui change et qui n'est plus exactement le même. C'est le discours de Poutine qui est un discours très habile parce qu'il reprend, j'allais dire, un argumentaire qu'on entend beaucoup dans les Sud globaux sur la domination occidentale, etc. Mais c'est un argumentaire qui porte, et il faut le dire, les gens ne sont pas forcément anti-américains.
les gens ne sont pas forcément... Ils adorent New York, ils adorent y aller, ils adorent faire du business avec les États-Unis, mais ils ne veulent pas que toutes les décisions qui concernent le monde soient prises essentiellement aux États-Unis et avec une partie de leurs alliés qui comptent pour plus ou moins du beurre, les Européens, les Japonais, les Coréens, etc. Donc ça, c'est le message important. Et le deuxième message, c'est qu'une partie de l'argent du monde s'est déplacée. Les BRICS, aujourd'hui, ça pèse dans l'économie mondiale. Les pays du Sud, qui représentaient grosso modo à eux tous 30% de l'économie du monde il y a 40 ans, ils pèsent aujourd'hui presque 60% de l'économie du monde. La Chine, qui était un pays pauvre, agraire, ouvrier, communiste, dépassé, est aujourd'hui la première puissance en termes de poids de l'économie mondiale. Donc on voit bien le shift. Et je pense que c'est ça ce qu'il y a à Kazan. Après que Poutine essaye de manipuler ce sommet pour ses propres besoins, oui. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Bon, mais en même temps, il n'a pas pu aller en Afrique du Sud parce que justement, le précédent sommet, il avait un mandat CPI. Il n'ira pas au G20 parce qu'il a un mandat CPI. La Russie est quand même asphyxiée par ses... C'est pour ça qu'il parle beaucoup de monnaie. La Russie est asphyxiée par la coupure du système SWIFT, par le fait que ses paiements sont complexes, par le fait que les alliés qui veulent faire du business avec la Russie ont du mal à passer à travers les mailles du filet américain sur les contrôles financiers. Il veut dédollariser l'économie mondiale. Oui, en dédollarisant, on se donne des espaces de liberté, mais je ne suis pas sûr que tous les pays des BRICS soient d'accord. Et puis si on dédollarise, on va yuaniser. On ne va pas roubliser. On va avoir une monnaie chinoise qui va prendre de l'importance et pas non plus euroiser, puisque nous, on n'a pas réussi à imposer l'euro sur la scène mondiale. Donc tout ça, c'est des jeux à 50 bandes. La seule idée que moi je trouve importante, c'est que c'est le symbole d'un monde qui évolue et qu'on doit en tenir compte, nous. Thomas, sur cette image, il avait du coup raison d'y aller, Antonio Guterres, si on écoute Ziad. En tout cas, je ne sais pas si la politique de la chaise vide, c'est une bonne politique. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, comme l'a dit Sarah, c'est une forme de caution, parce que ça se passe en Russie quand même. Ça aurait été un sommet en Inde ou en Afrique du Sud, Poutine ne serait pas venu. Mais Guterres aurait pu aller le fait d'aller à Moscou, c'est quand même à Kazan, en Russie, c'est quand même un signal très fort. Et c'est vrai que c'est une forme de caution. Après, oui, le secrétaire général de l'ONU prend acte, c'est ce que vient de dire Ziad, d'une nouvelle réalité mondiale. Ces BRICS, ils sont en train de monter en puissance. Le fait quand même qu'autour de la Russie, il y ait la Chine, l'Inde et puis d'autres pays, on voit que la Turquie frappe à la porte. Quand on est secrétaire général d'une organisation mondiale dans un monde en crise, on peut comprendre qu'ils se disent il vaut mieux y aller plutôt que la politique de la chaise vide. Et j'y vais pour dire que l'intervention en Ukraine, c'est une violation du droit international, qu'il faut rétablir, il faut aussi un cessez-le-feu au Proche-Orient. Donc il fait passer des messages, mais c'est quand même, je trouve, une prise de risque de sa part, encore une fois, que de mettre le pied, de fouler le sol russe en cette période particulière. On parle souvent de bloc anti-occidental quand on parle des BRICS. Quel est le socle commun, s'il y en a un, de tous ces pays qui sont présents à Kazan? Surtout, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand vous voyez la photo, la photo de famille, c'est pas non plus des grands démocrates, quoi. Donc, il aurait peut-être pu se passer quand même d'y aller, je pense. Mais le socle, c'est l'anti-occidentalisme, l'anti-américanisme. Et c'est vrai, ce que disait Ziad, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment où on sent qu'il y a une espèce de tectonique des plaques, là, et que le monde, comme on l'a connu, bipolaire, et surtout organisé finalement depuis la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis est en train de disparaître et qu'il y a d'autres pôles qui se forment. Et on voit notamment en ce moment sur le plan géopolitique cette alliance qu'il y a entre la Russie, éventuellement aussi l'Iran, enfin voilà, et la Corée du Nord. Encore une fois, c'est pas exactement tous des grandes démocraties. Mais bon, voilà, c'est un monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et ça, c'est vraiment le symbole de ce monde. Ce socle commun, c'est contester la volonté de contester l'hégémonie occidentale. Non, on change l'histoire. C'est-à-dire on sort du monde hérité de la Seconde Guerre mondiale, on clôt ce chapitre où... on veut clore, parce que c'est pas évident, c'est pas gagné, où l'Amérique est au centre du jeu, où le Conseil de sécurité, il n'y a aucun représentant, en membre permanent avec des droits de vote, ni africains, ni asiatiques, à part la Chine. Donc on veut contester cette organisation du monde politique, économique, culturelle. On oublie aussi souvent de parler de culture. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces pays,
Ce qui nous semble absolument évident en termes d'universalisme, en termes de démocratie, en termes de manière d'être ensemble, c'est pas forcément la manière dont un certain nombre de gens voient les choses. Et c'est pas uniquement une question sur la démocratie, ça peut être sur plusieurs aspects. Donc ça c'est l'ambition. Après, ces gens-là sont tous en compétition les uns avec les autres. Poutine se positionne comme le leader des Suds, ce qui est paradoxal, puisque la Russie n'est pas vraiment un pays du Sud, c'est quand même un pays qui est historiquement est du Nord, qui a certes, on l'oublie aussi beaucoup, à l'époque soviétique, était un pays très anticolonial. Donc les mouvements de libération, Angola, Mozambique, Afrique du Sud, ailleurs, étaient soutenus par l'État soviétique. Ça a laissé des traces. Il n'y a pas que la Russie de Poutine dans l'histoire, dans le continuum russe. Et puis, la Chine, elle veut être le leader de ces Suds globaux. Elle ne va pas laisser une Russie affaiblie, qu'elle soutient pratiquement à bout de bras, prendre ce rôle de patron des Suds globaux. Donc tout ça, c'est une bouilloire qui monte. Il n'y a pas de cohésion entre tous ces grands États qui ont tous des ambitions, mais ils existent aujourd'hui. Ils existent sur la scène et ils disent on veut avoir une marge de manœuvre. C'est le sens de l'histoire, donc. Juste, moi, faut regarder par exemple l'Inde. Je pense que l'Inde n'est pas un pays anti-occidental, mais ça va un peu dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est que je pense que l'Inde, par exemple, se dit c'est fini l'hégémonie occidentale. Il y a plusieurs blocs, il y a plusieurs grandes puissances, et nous, on en fait partie. Je ne pense pas que l'Inde, encore une fois, soit anti-occidentale. Elle achète des produits, elle exporte vers l'Occident. Elle a besoin aussi des États-Unis et d'avoir des bonnes relations avec l'Europe. On a vu Emmanuel Macron a été l'invité d'honneur en Inde récemment. Avec ses liens historiques avec le Royaume-Uni, bien sûr. Voilà. Bon, alors avec le Royaume-Uni, il y a quand même l'ancienne puissance coloniale. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'un pays comme l'Inde montre que les BRICS, ce n'est pas un ensemble effectivement cohérent et ce n'est pas un ensemble anti-occidental. Il y a certaines puissances, à commencer par la Russie et puis la Chine aussi qui veut s'imposer. Mais il y a l'Inde, c'est un peu chercher l'erreur quand même dans ce groupe-là. Hein, parce que oui, en effet, ils sont de toute façon pas du tout alignés et ils cherchent à dominer plutôt cette alliance avec la Chine et la Russie. Et puis, ils sont pro-israéliens. Enfin, voilà. On peut dire que par rapport aux autres, là, mais autrement, si on les voit, c'est quand même pas une bande de joyeux... Peut-être l'Afrique du Sud. Ouais, mais autrement, c'est pas une bande de joyeux démocrates. Il y a Aliyev, c'est quand même assez... Il y a les membres et les invités. Hein. Donc les invités, il y avait le Biélorusse, il y avait Maduro. Enfin, il y a des invités qui ne sont pas forcément des credentials démocratiques très, très puissants. Mais la nuance sur... les Émiratis ne sont pas anti-américains. Absolument. Mais c'est les BRICS plus, mais ils jouent leur carte... pour le futur. Ils veulent jouer leur carte en tant que nation indépendante, puissance locale indépendante. Les Saoudiens... qui sont, ils ne sont pas membres des BRICS, mais ils ont quand même envoyé un ministre des Affaires étrangères. L'Égypte aussi. L'Égypte, totalement dépendante des États-Unis. Mais c'est pour ça que le club est assez hétérogène. Mais l'idée globale, c'est une forme d'émancipation et une page de l'histoire qui se tourne. Un pays comme le Vietnam, un pays comme l'Indonésie, on n'en parlait jamais. La Turquie, on en parle depuis 30 ans. Tout ça, c'était des bouts de monde. Aujourd'hui, l'Indonésie pèse. Vietnam pèse. Ils ont une certaine puissance économique. Ils ont des marges de manœuvre. Voilà. Et notre problème, surtout les Européens, parce que les Américains, ils sont d'un cynisme absolu. Donc, ils voient tout ça évoluer très bien. Ils ont leur relation, mais nous, on sucre totalement les fraises. C'est-à-dire, à part des grandes idées, la France, puissance indo-pacifique avec nos 3 bateaux, mais il faut se réveiller. C'est-à-dire, il faut se connecter à ce monde qui change. C'est trop tard, là. Oui, mais en tant que espérons pour les générations qui viennent. On va donner la parole à Laure qui a quelques dessins à nous montrer. Oui, je vais vous montrer un premier dessin du dessinateur cubain Ramsès qui, je trouve, dit beaucoup de choses finement insinuées alors que l'image est simple d'apparence. On voit donc le tsar Poutine qui reçoit à Kazan les dirigeants des BRICS. On aura reconnu la désormais célèbre table, longue table. Qu'Emmanuel Macron connaît bien. Qu'Emmanuel Macron connaît bien, exactement. Tout le monde aura compris la référence. Mais ce qui est frappant, je trouve, dans ce dessin, c'est que le but du jeu aussi, c'était d'essayer de tenter de sortir d'un isolement relatif. Il est quand même encore très seul dans cette image malgré tout. Et puis, ce qui est frappant, évidemment, c'est l'omniprésence du drapeau chinois. Il est en papier peint, mais il occupe évidemment la grosse partie du dessin. Donc, en fait, sous cette image simple, il y a plein de choses qui se disent. Un autre dessin du dessinateur algérien Dilem qu'on ne présente plus,
qui nous donne aussi une autre perspective. L'enjeu de la guerre en Ukraine qui évidemment se jouait aussi. Sommet des BRICS, Poutine réunit plus de 20 dirigeants étrangers en Russie. Et maintenant, vous poussez, demande Poutine aux dirigeants. Sauf que, voilà, on vient de l'expliquer, tous les BRICS ne sont pas alignés sur la position de Poutine, notamment sur le front de la guerre en Ukraine. Et puis pour terminer, ce dessin particulièrement cocasse du dessinateur français Rodot. Donc voilà, on l'a dit. C'est mon nom de famille. Ah ben oui, voilà. Spéciale dédicace contre l'hégémonie occidentale incarnée, donc on vient de le dire, par l'ONU par exemple. Les BRICS tentent d'esquisser un modèle alternatif que Rodot ne manque pas de torpiller au passage. Sommet des BRICS, un anti-Occident. Nous aspirons à une vie plus paisible, loin des injustices et de la violence de cette société ultralibérale. Un autre monde est possible. J'aime bien le namasté. Tout le monde aura reconnu Poutine, Xi Jinping, Modi et puis le président iranien. Oui, comme forum altermondialiste, on a vu mieux. Voilà. On a vu mieux. Ah, ils ne sont pas altermondialistes. Non, mais juste une parenthèse, il y a eu quand même quelque chose entre la Chine et l'Inde, parce qu'on oublie souvent que ces deux pays en quasi-guerre dans les montagnes. Et il y a eu un contact, il y a eu une discussion, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc s'il y avait un petit point un petit peu intéressant sur le plan diplomatique, c'est ce début de dialogue entre les deux grandes puissances asiatiques. Qui s'affrontent dans l'Himalaya, c'est ça. Ouais. Allez, on passe à la présidentielle américaine. Nous sommes aujourd'hui à J-11, nouvelle semaine de campagne et nouvelle semaine d'invectives personnelles. Bien sûr, pour Kamala Harris, Donald Trump est un fasciste. Pour le républicain, la démocrate est une paresseuse qui possède un faible QI. Vous l'avez compris, pour l'élégance en politique, il faudra donc encore repasser. On va écouter les candidats. Cette fois, c'était hier, avec donc ces attaques personnelles qui se poursuivent. Écoutez. J'ai affronté des auteurs de toutes sortes, prédateurs, fraudeurs et récidivistes. Je les ai affrontés et j'ai gagné. Cher État de Géorgie, dans 12 jours, c'est le tour de Donald Trump. Nous sommes devenus une poubelle. L'invasion de migrants provoquée par Kamala à la suite d'une incompétence flagrante la disqualifie et la rend inapte à envisager la présidence. Et ce ne sont même pas les extraits les plus virulents. Quand la première puissance mondiale montre un tel spectacle, il y a de quoi s'inquiéter, Thomas ? Oui, oui, sauf que ça tire vraiment la politique vers le bas. Alors on est habitué avec Trump, malheureusement, et on pensait que ça resterait cantonné à Trump, mais ce qu'on voit, c'est que Kamala Harris va un peu sur son terrain, alors pas aussi bas, mais quand même dans l'invective, mais quand même quand elle le traite de fasciste. Là, on voit comment elle l'attaque aussi sur sa santé mentale, sur la différence d'âge. Bon, ça, c'est de bonne guerre, vu ce que Trump a mis, si je puis dire, à Biden avant qu'il se retire. Mais quand même, je trouve qu'elle descend un peu dans l'arène au même niveau. Alors peut-être que parce que ses conseillers lui ont dit qu'il fallait qu'elle soit plus pugnace, qu'elle réponde coup pour coup. Peut-être que ça montre aussi qu'elle plafonne dans les intentions de vote et que ça dénote aussi une certaine appréhension, inquiétude sur là où on en est dans la campagne et sur sa possible ou non victoire le 5 novembre. En tout cas, je trouve que on descend, ça tire la politique vers le bas et que quelque part, ça fait le jeu de Trump, quelque part, je trouve. C'est une victoire de Donald Trump. La façon de faire de la politique aux États-Unis, elle a changé ? C'est la sienne désormais ? C'est très clairement une Trumpisation du débat public et de Kamala Harris qui utilise les mêmes méthodes et le même discours que même Barack Trump. Obama, il y a quelques semaines, quand il avait parlé des couches culottes, je ne sais pas si vous en souvenez... Ah non, ça j'ai raté cet épisode. Vous l'avez raté. Et non, mais moi, ce que je trouve très effrayant, c'est l'issue des élections. C'est-à-dire, quel que soit le vainqueur, on s'apprête... Quand vous voyez comment il y a eu des reportages sur la manière dont sont organisés les bureaux de vote et comment ils sont maintenant comme des bunkers, comment ils s'attendent, comment les scrutateurs électoraux ont des menaces, on anticipe le pire pour la suite. Et le ton est donné, là, justement, avec cette Trumpisation des débats. Moi, je trouve ça très, très effrayant. Et évidemment, là, de la part de Kamala Harris, ça montre aussi qu'elle n'arrive pas du tout à vraiment marquer un peu de différence entre elle et Trump. Et donc, c'est tellement serré. Et moi, il y a un phénomène que je trouve extrêmement intéressant, c'est sur le vote africain-américain. On voit maintenant que le sexe est plus important que la race. Et donc ça, c'est une vraie inversion, un vrai changement de paradigme de la démocratie américaine sur ces votes-là. Sur cette Trumpisation du débat public ?
Ouais, bon, c'est clair, mais c'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'on a connaît depuis 2015. Voilà, on a quand même on a eu beaucoup de choses. Hein. On a même eu un ex-président au tribunal. On est descendu, on a creusé. Donc, ce qui est plus étonnant, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est le fait que Kamala Harris soit obligée presque d'aller sur ce territoire où elle n'est pas à l'aise en plus. Ça se sent. C'est-à-dire qu'elle a du mal à utiliser Elle fait du sous-Donald Trump. Ouais, enfin c'est compliqué. Et puis après, on peut lui reprocher plein de choses. Oui, mais c'est alors, je veux dire, on peut dire c'est une femme. Pourquoi elle parle comme ça? Il faut toujours se rappeler que, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, elle part quand même avec l'inconvénient d'être une femme, d'être une minorité dans un pays qui aujourd'hui le centre de gravité électorale, c'est l'homme blanc. Et c'est l'homme blanc peu éduqué. C'est-à-dire le gros de la troupe MAGA, c'est l'Américain périurbain ou rural qui n'a pas fait de collège, homme. Donc, il faut déjà aller vaincre ce mur-là qui est pas évident. Deuxièmement, moi, je suis absolument surpris par l'absence totale de fond du discours démocrate. Trump, il tape sur des choses qui résonnent. Et quand il parle de l'émigration, ça résonne aux États-Unis, on n'y peut rien, ça résonne partout. Ça résonne en Europe, ça résonne partout. On aurait du mal aujourd'hui à citer 2-3 mesures phares de Kamala Harris. Mais on a du mal. Sur les impôts, il a une certaine manière de parler. Quand Elon Musk fait tout son tralala, parce que franchement, ça, je pense que c'est presque aussi révélateur des États-Unis, la puissance Elon Musk aujourd'hui que les deux candidats. Qui offre $1 million par non, jour. Non, c'est plus que ça. Il est chaque signataire de sa pétition. Il peut pas être président, mais il va le devenir si ça continue. Enfin, je veux dire, il va être. Bon, après, Trump a le grand talent de liquider ses alliés. Quand il devient au pouvoir, il trouve le moyen de s'émanciper. Mais voilà, donc je trouve qu'il n'y a pas de discours démocrate, comme il n'y a pas de discours social-démocrate en Europe, comme il n'y a pas ce discours de centre-centre-gauche. Il n'imprime pas, en tout cas. On n'imprime pas. C'est-à-dire, comment parler d'immigration, comment parler... Quand Elon Musk dit l'État fédéral... pèse, nous étouffe, nous empêche de créer. Les Américains, ça résonne. Les Américains créateurs, Far West, allons sur Mars. Mais bien sûr, allons sur Mars. Mais tout ça, de l'autre côté, d'abord, il y a un président qui est totalement inaudible, c'est le pauvre Biden. Alors, je ne sais pas comment il aurait pu faire campagne ou comment il a pu croire qu'il pouvait faire campagne. Il y a un entourage de Kamala Harris qu'on n'entend pas. Il y a un secrétaire d'État qui est embourbé complètement dans les histoires moyen-orientales où il s'est cramé jusqu'au dernier degré. Il y a pas. C'est une campagne qui prend pas, qui décolle pas. Donc la fin de tout ça, c'est un référendum. Est-ce que vous votez Trump ou contre Trump? Ouais. Et on en est à ce stade-là. D'accord avec cette analyse? Oui, parce qu'on voit que là, dans la dernière ligne droite, Kamala Harris, elle axe tout sur l'attachement aux valeurs démocratiques. En fait, c'est ça. Elle dit, en gros, d'ailleurs, quand elle traite Trump de fasciste, c'est ça. C'est en fait dire, d'un côté, vous avez le choix entre un pouvoir limite dictatorial, mais peut-être pas limite d'ailleurs, parce que quand on voit ce que dit Trump, quand il dit qu'il va saquer le procureur spécial tout de suite... John Kelly, son ancien chef de cabinet, parle de lui comme un fasciste. Oui, alors moi je ne sais pas si vraiment ça porte ce genre d'argument, mais en tout cas, c'est l'axe qui a été choisi par Kamala Harris et ses conseillers, de dire maintenant c'est la démocratie ou le chaos, la démocratie ou la dictature. Alors, ça c'est très fédérateur, c'est ça la question. Oui, mais par ailleurs, ce que disait aussi Sarah, moi je pense qu'il y a une vraie part de vérité là-dedans. C'est qu'effectivement, on l'a vu, le 6 janvier 2021, Trump a contesté, c'était au moment de la certification des résultats. Là, on a l'impression que ça risque d'être pire. C'est-à-dire qu'on voit que ça va être très serré, que ça va se jouer à quelques milliers de voix, peut-être dans les fameux swing states, les États pivots, et que déjà dans le camp républicain, on dit à l'avance, il l'avait déjà fait Trump lors de la précédente élection, mais là, il martèle encore plus. Il chauffe encore plus à blanc, si je puis dire, ses partisans. On a du mal à imaginer que ça va se passer sans encombre si jamais Kamala Harris gagne. Et je crois que les mots précèdent souvent des actions, ou en tout cas, ça installe un climat. Ça installe un climat et ça provoque des actions derrière. Ça va jouer aussi après le 5 novembre, peut-être. Oui, et puis je me demande, bon, c'est qu'une hypothèse, mais c'est pas parce que Kamala Harris est une femme, mais c'est parce que cette femme-là, elle s'exprime de manière très douce, elle a plein d'hésitations dans la voix, et c'est louable, enfin je veux dire, c'est son style, mais on est dans une époque très dure, où il y a beaucoup de dictateurs, d'autocrates, de violence, et je me demande si même certaines personnes aux États-Unis pensent que pour gérer un Poutine, un Khamenei... Il faut être dur. Et lui, Trump, il n'est pas plus... il a un côté viriloïde, testostéroné, qui est plus adéquat, si vous voulez, que peut-être les nuances de Kamala Harris.
Il a d'ailleurs à nouveau mis en lumière son hyper-masculinité cette semaine. C'était le message envoyé par le camp Trump cette semaine. Oui, c'est bien ce que je vous disais. On parle à un électorat qui est un électorat blanc, périurbain, peu éduqué et qui pense que... quand on fait les sondages, la plupart de ces gens disent qu'ils vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mais en termes économiques, c'est vrai. C'est compliqué. Le bilan économique de Joe Biden est moins bon selon les analyses que le bilan économique de Donald Trump. Non. Les prix à la consommation ont explosé sous Joe Biden, plus 9%. Non, c'est le pouvoir d'achat qui a changé à cause de l'inflation. L'inflation, il y a eu la guerre, il y a eu le Covid. Trump aurait fait mieux, mais Trump, il est parti, les caisses sont à zéro, le Covid a tué un tiers de... Enfin, je veux dire... Mais est-ce que les gens ont ça en tête? C'est ça la question. Les gens ne le ressentent pas et les gens pensent que avec Trump, c'est le rêve américain, c'est l'ordre, c'est la virilité qui reste quand même viriloïde, qui reste un facteur, je pense, aux États-Unis, qui reste un facteur important. Et de l'autre côté, le fait qu'on n'a pas de discours qui peut contrarier et contre-imprimer ça. Et je vous dis aussi le fait qu'on s'en remet... C'est presque... Bon, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Barack Obama, mais on ne va pas, pendant 20 ans, aller sortir Barack Obama d'un placard en lui disant « Vas-y, mobilise les jeunes, mobilise les troupes. » Et vous avez vu que Barack Obama fait une leçon aux électeurs afro-américains, ouais. Parce que, en fait, Kamala Harris a perdu des électeurs afro-américains par rapport à Biden. Donc même, on voit que le sexe, le facteur sexe, marche quand même beaucoup, plus que le facteur race. Aujourd'hui aux États-Unis. Laure, vous avez quelques dessins pour nous. Oui, alors un premier dessin que je trouve remarquable, qui dit tout de cette Amérique divisée. On va le voir à l'écran, j'imagine. C'est un dessin du Cubain Ares, avec toute la désinformation aussi qu'il y a dans cette campagne. On se rend compte que c'est deux visions complètement différentes de l'Amérique. Avis d'éclipse qui s'oppose, oui, exactement. Un autre dessin du grand dessinateur américain Cal pour The Economist. On l'a dit, Trump a annoncé la couleur en meeting. Je pourrais perdre par des millions de voix et gagner la présidentielle malgré tout. De fait, c'est ce qu'il s'est passé contre Hillary Clinton. Et on voit au second plan Oncle Sam qui s'étonne où a-t-il appris de telles absurdités, et la Statue de la Liberté qui lui répond le collège électoral. C'est-à-dire qu'il y a aussi le système électoral qui est un petit peu, peut-être sans doute aussi à revoir, même si c'est très difficile. Sachant que si par miracle il venait à perdre, de toute façon, on sait qu'il y a un risque de Capitol bis. On l'a vu. Donc on n'est pas très bien emmanché. Et puis pour aussi je trouve que ce dessin du grand dessinateur Heng de Singapour pour Liane Xiaobo est aussi très, très parlant. Trump et ses nouvelles pom-pom girls. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure. On parlait de son rôle absolument déterminant, pour pas dire inquiétant quand même, du multimilliardaire dans cette campagne. Et puis évidemment, on a Netanyahou et puis Poutine qui peuvent se frotter les mains de cette victoire possible, même fort probable. Et qui partagent le même pompon. Et qui partagent le même pompon. Celui de Musk a quelques billets en plus quand même. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur égyptien Sherif Arafat, parce que c'est un petit peu, je crois, l'état du monde. On est comme une boule de flipper, un petit peu, en attendant ce fameux 5 novembre, étant donné l'impact sur la politique internationale de ce scrutin. Une remarque avant de passer à la suite, peut-être, sur l'un des dessins ? Est-ce que la démocratie américaine peut tenir ? Vraie question, parce qu'il y a des États, il y a des juges, il y a un Congrès dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment il va sortir, le Congrès, après l'élection dans 15 jours. Donc, c'est quand même, il y a des contrepoids, c'est pas une société... c'est pas une société disciplinée au point qu'elle obéirait au doigt et à l'œil à un président complètement allumé. Donc ça reste... Sur les pom-pom girls, je trouve qu'il est pas mal le dessin parce qu'effectivement, Trump, et c'est ce que disait aussi Sarah tout à l'heure, il se présente comme il va faire la paix. Il est élu, il règle le problème de l'Ukraine. En 2 minutes, tout le monde. Et en une journée, l'Ukraine s'est réglée, enfin, ce sera réglé au détriment des Ukrainiens, c'est clair. Et puis Netanyahou, clairement aussi, il se dit qu'avec Trump, il aura un allié. On sait qu'il y a eu tous ces accords avec certains pays arabes, les accords d'Abraham.
Donc clairement, ces pom-pom girls, elles ont intérêt à ce que Trump l'emporte. Et la transition est toute trouvée. On quitte les États-Unis pour le Proche-Orient. Merci Thomas. Au Liban, la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël a débuté il y a plus d'un mois maintenant. Sur place, la population manque de presque tout, l'armée aussi. Raison pour laquelle Paris a organisé hier une grande conférence internationale de soutien au pays du Cèdre. À la clé, 800 millions de dollars d'aide à la population, mais aussi 200 millions pour revigorer l'armée libanaise. L'occasion aussi pour Paris de rappeler Benyamin Netanyahou qu'il doit respecter ses engagements internationaux. On écoute tout de suite le ministre français des Affaires étrangères. Lorsque l'on se revendique de la civilisation, comme le fait Benyamin Netanyahou, eh bien il faut montrer l'exemple. Mais il faut respecter le droit international et le droit international humanitaire. Entendons-nous. Le peuple Israël, le peuple juif a été frappé dans sa chair par un attentat terroriste, le pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. C'est un traumatisme qu'il est interdit de sous-estimer et qu'il est interdit de relativiser. Mais ceci étant dit, ça n'est pas faire offense au peuple d'Israël et au peuple juif de rappeler constamment, et c'est la position de la France, le gouvernement d'Israël a ses obligations au regard du droit international. Revenons sur cette conférence hier organisée à Paris. 200 millions d'euros pour l'aide pour l'armée libanaise. Ça peut changer quoi, une armée libanaise plus forte, Sarah, au Liban ? Si c'était arrimé à un vrai État libanais, ça changerait tout. Si le Hezbollah pouvait être ramené dans désarmé et ramener un parti politique et non plus être une milice agitée par l'Iran, ça changerait totalement la donne du Liban. Mais ça, c'est un peu pieux aujourd'hui. Voilà, oui, donc pour l'instant, il y a très très peu de chances que ça arrive. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Et donc, oui, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Maintenant, il y a une vraie volonté, moi qui reviens du Liban, il y a une vraie volonté chez tous les Libanais de se remettre dans cette perspective-là. À la limite, ils se disent, voilà, il y en a beaucoup qui disent, c'est peut-être la chance aussi. Alors, ils sont tous, évidemment, ils sont tous dévastés par les bombes qui arrivent et il y a une solidarité aussi de ces morts qui sont là et des morts civiles, évidemment, qui découlent de la guerre. Mais il y a aussi la perspective de se débarrasser de ce que c'est que le Hezbollah. Il faut savoir quand on est journaliste qu'on ne peut rien faire sans avoir une autorisation du Hezbollah. Il faut savoir que pour les gens, même qui vivent dans les quartiers à Daïe, dans les quartiers du sud de Beyrouth, c'est quand même une entreprise totalitaire qui contrôle les faits et gestes de tout le monde et aussi un État quasi mafieux qui ponctionne les finances de tous les habitants là-bas. Donc évidemment que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient se débarrasser du Hezbollah. Thomas, sur ce point précis ? Oui, enfin je connais moins bien le Proche-Orient que Sarah, mais le Hezbollah est quand même soutenu par une partie de la population, d'une partie de la communauté chiite, donc c'est un vrai acteur politique. Et pas seulement, effectivement, on sait qu'il y a des ramifications, il se finance avec toute une série de trafics, donc effectivement c'est aussi un mouvement mafieux, mais il a une vraie réalité politique et sociale, parce que si j'ai bien compris, il apporte une aide sociale à une partie de la population. Donc, là où l'État n'intervient plus. Voilà, il n'y a plus d'État, et c'est vrai que cet argent qui a été donné à l'armée, c'est aussi, ce que je comprends, c'est que c'est une des dernières institutions qui tient plus ou moins debout, en tout cas, mais qui malheureusement est très peu présente, et d'ailleurs qui s'est retirée dans le sud Liban et qui laisse complètement le Hezbollah agir à sa guise. Donc, mais il y a cette idée que peut-être la reconstruction d'un État libanais uni passera peut-être par l'armée, d'où ce soutien financier. Mais cette conférence, pour moi, c'est un pis-aller. En fait, ça a lieu alors que Israël continue de bombarder Beyrouth et les positions, toute une série de positions à travers le territoire. Cette population est complètement aux abois, avec une psychose, des ordres d'évacuation comme ça qui tombent et il faut quitter ces immeubles en très peu de temps. Alors oui, est-ce que ça peut être une opportunité politique pour essayer de reconstruire l'État libanais ? Est-ce que c'est sous les bombes d'Israël que ça peut se produire ? C'est difficile à concevoir, mais en tout cas, c'est sûr que ça fait bouger les lignes, et notamment par rapport au Hezbollah qui était incrusté dans le sud et qui fait la loi, et qui faisait la loi en tout cas jusqu'à présent. Il y a 200 millions de dollars d'aide, c'est évidemment bien, mais ça va prendre du temps pour la remettre sur pied, cette armée libanaise. Non, mais je pense que ça a été un peu dit. Il y a une part de symbolique, c'est-à-dire que même le chef d'état-major de l'armée libanaise fait partie des personnalités dont on parle un petit peu, qui pourraient incarner une forme d'unité nationale, parce que
une des conséquences de la guerre, c'est la fragmentation de la société. Et Sarah en parlait un petit peu selon son analyse, mais la fragmentation de la société libanaise. C'est-à-dire, on retrouve les clivages, les chrétiens des forces libanaises qui ne sont pas mécontents que les Hezbollah, les autres chiites de Hamal qui se disent « Ah ben tiens, c'est peut-être le moment ». D'exister à nouveau, les Druzes, le problème des déplacés qui fait que toutes les villes deviennent des cibles, grosso modo possibles pour l'armée israélienne. Donc on est dans le registre de la démonstration symbolique de la communauté internationale, de dire 200 millions pour l'armée, qui pourrait incarner ce début d'unité, de réunification et de restructuration de l'État libanais. Bon, ceci dit, c'est peanuts. La situation est cataclysmique au sens où aucune initiative politique aujourd'hui, et Thomas l'a dit, ne pourrait avoir de sens sous bombardement. C'est-à-dire tout de suite, le bénéficiaire de l'initiative serait accusé d'être pro-israélien et pro-bombardement et pro-ceci. Et donc forcément, on est dans le temps de la guerre. Et encore une fois, pour reprendre un peu ce que vous avez dit tous les deux de manière différente, le Hezbollah militaire sera probablement durablement affaibli, mais le Hezbollah politique ne sera pas affaibli. Au contraire, il va recruter de nouveau des gens qui ont subi directement des bombardements, des victimes, etc. L'identité chiite, elle est quand même très puissante au Liban. On peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et donc tout ça va aussi se coaliser sur cet ennemi israélien. Et puis une dernière remarque sur le Liban, c'est-à-dire que c'est quand même le terrain de jeu de toutes les puissances de la région. C'est terrible pour ce pays d'être soumis à les Iraniens jouent leurs cartes, les Israéliens jouent leurs cartes, les Syriens, les réseaux mafieux syriens jouent leurs cartes avec leurs produits toxiques, Captagon et autres, j'en sais rien. Et tout ça, c'est sur ce pays qui est d'abord très fragile. Il n'est plus maître de son destin depuis longtemps. Il n'est pas maître de son destin. Et puis, bon, je veux dire, on a aussi contré les Libanais, une partie de la classe et de l'élite libanaise a contribué à affaiblir son pays, les fameux scandales financiers, etc. Donc, on a beaucoup d'émotions à voir cette situation-là. Après, la dernière émotion, et après je me tais, ce qui se passe au Liban, c'est grave. Ce qui se passe dans la bande de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza est un pur scandale qui passe totalement sous silence. Et je pense totalement sous silence. Non, je suis d'accord que c'est un scandale, mais on en parle quand même beaucoup. Oui, on en parle, mais je veux dire... c'est surtout, c'est pas tellement le silence, c'est que personne ne se mobilise. Je veux dire, que ce soit les pays arabes ou... Oui. Enfin, c'est comme toujours le bouc émissaire de toute cette région, quoi. Et ça a été le cas. Moi, quand je me souviens, quand je couvrais Yarmouk en Syrie, un massacre incroyable d'un camp palestinien, on n'en parlait pas non plus. Pourquoi ça ne provoque pas plus de réactions que cela, selon vous? Mais parce que on agite le chiffon juif, si vous voulez, là, en disant ça provoque beaucoup de remue, d'antisémitisme, etc. Mais on n'essaye pas de traiter le vrai problème. On n'essaye pas de voir comment on pourrait faire un État palestinien. Et ça, il faut que tous les pays arabes et les pays limitrophes, et évidemment la communauté internationale et les États-Unis s'y mettent. Mais ça, en fait, personne n'en veut. C'est pas leur agenda. Mais personne n'en veut, c'est fini. Tout le monde est passé à autre chose. Mais juste pour revenir sur le Hezbollah, je pense que Netanyahou et Israël, il faudrait pas qu'ils sont peut-être en train de passer à côté de quelque chose en continuant ces frappes, parce que là ça va, ils ont étêté l'état-major du Hezbollah, et c'est quand même un moment d'opportunité, parce que moi qui fais ce voyage dans le Hezbollah Land au sud du Liban, etc., j'ai vu que justement au sein de la communauté chiite, il commence à y avoir de plus en plus de voix qui s'élèvent contre le Hezbollah. Et je vous dis, et c'est même des gens qui recevaient l'argent du Hezbollah, parce que d'abord c'est pas assez, ils leur donnent $200 par mois, ça suffit pas, et donc ils en ont assez aussi. Tous ces gens qui ont été déplacés, là, ce million de personnes qui a été déplacées des villages du Sud, se disent il faudrait peut-être arrêter aussi cette lutte constante avec Israël, parce que c'est nous qui en subissons les conséquences. Donc peut-être à vouloir trop faire la guerre, Israël est en train de rater un moment où le Liban pourrait se reconfigurer. Laure, vous avez la parole. Oui. Sur le Proche-Orient, les dessins sont toujours nombreux et c'est difficile de faire le tri. Mais je vous montre quand même ce dessin très intéressant du dessinateur israélien Uri Fink sur Netanyahou, donc, qui est dans sa fuite, qui collectionne les prises de guerre, avec l'élimination, on le voit, des dirigeants du Hamas et du Hezbollah. Mais comment peut-il dormir sur ses deux oreilles alors que 101 otages suite au massacre du 7 octobre sont encore détenus? C'est quand même la question aussi constante
qui parcourt notamment les dessinateurs de presse en Israël. Cet autre dessin qui est absolument glaçant du grand dessinateur jordanien Emad Hajjaj, où on voit que le pays du cèdre menace de devenir ce nouveau Gaza, c'est-à-dire le tas de ruines et de cendres qu'on voit tous les jours sur nos écrans. Et puis pour terminer, un dessin de Rodot, encore une fois, une petite dédicace, justement non, il y a un H au milieu. Dessiner ça pendant la nuit, je m'en souviens pas. Sur justement cette conférence internationale sur le Liban ces jours-ci, on a vu aussi que les tensions montaient entre Netanyahou et Macron. Conférence internationale sur le Liban. Je casse, dit Bibi. Tu répares, dit-il à Macron. À un moment donné, on verra comment les choses vont évoluer, mais je pense que ces tensions vont, espérons-le, peut-être un petit peu peser sur le cours des événements. Il nous reste 30 secondes. Un commentaire peut-être sur l'un des dessins qu'on vient de voir. Ziad, Thomas, Sarah. Moi, je dirais juste, on dit je casse, mais c'est un pays, on l'a dit, un pays qui est cassé. En fait, il ne faut pas oublier que le Liban a accueilli aussi des centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont en train de repartir. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont repartis en Syrie. On se demande 500 000 selon les derniers. Voilà, c'est énorme. Mais on se demande même comment ce pays encore tient debout. Donc, il est extrêmement courageux et résilient. Mais c'est vrai que là, il faut peut-être qu'Israël a l'opportunité de casser le Hezbollah, mais après, il faut laisser les Libanais arriver à trouver un compromis entre eux. S'il y a une ingérence extérieure trop forte, c'est comme on l'a dit, ça sera totalement discrédité et ça ne pourra pas se faire. Donc, à un moment donné, il faut que les Libanais trouvent la solution entre eux. Merci beaucoup Thomas, merci Ziad, merci Sarah, merci Laure. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans plus de 5 minutes pour un nouveau journal. À tout de suite.